On ne peut pas être sûr de la réussite, mais on peut être sûr d'avoir envie de le faire. Et au moment où on a décidé qu'on est sûr d'avoir envie de le faire, c'est là que réellement ça commence. Malgré tout, Ouais. tu es toujours dans l'incertitude quand tu entreprends et tu le fais un peu de façon Ça, c'est empirique. intéressant. Tu te dis, je veux mener le projet de R&D au bout, donc par définition, je considère que je n'ai pas le droit de me tromper. Et si je vous racontais une histoire? Et si je vous racontais une histoire d'entreprise? Et si aujourd'hui je vous racontais l'histoire de Progiris, de Branko et Louis Branko, Ljutovac, Tout à fait, j'essaye de le Manuel. dire avec le plus de précision possible, et Louis Calanda. Merci, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Ben oui, merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation pour parler d'une histoire que moi je trouve assez incroyable de votre entreprise, de votre parcours, et qu'on puisse, dans tout le long de cette interview, donc pendant 1 heure, comprendre un petit peu ce qui vous a amené à vous lancer dans cet entrepreneuriat un peu fou, et qui aujourd'hui prend d'autres dimensions déjà depuis quelques temps, et puis qu'on comprenne ce qui vous a animé à ce moment-là. Donc, comment c'est né et à quelle époque c'est né Progiris? Est-ce que c'est arrivé il y a 50 ans, il y a 5 ans? C'est vrai que les années passent vite. C'est C'est arrivé alors, en 2005. Je n'ai 2005. jamais fait le calcul. Ça fait presque 20 Ça ans. fait Presque presque 20 20 ans, tout à fait. Presque 20 ans. Et c'est arrivé, c'était quelque chose qui était programmé dans votre vie, vous deviez absolument monter une entreprise. Absolument pas. En ce qui me concerne, absolument pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Louis, mais de Alors, mon côté, C'était pas prévu non plus. Alors, à vrai dire, j'ai toujours eu un peu ça dans le coin de ma tête, Ouais. parce que j'ai parmi mes frères un certain nombre d'entre eux qui ont effectivement également entrepris. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi Pourquoi pas, pas hein, voilà. C'est ce qui t'a permis Après, d'oser. après, sous quelle forme, à quel moment de ma vie, etc. Alors ça, par contre, C'était pas j'en du avais tout. foutrement aucune idée. Voilà, c'est venu, on va dire, par une coïncidence fortuite. Ah, pas j'y crois forcément- Pas du tout aux Moi, non, mais- coïncidences. Ah non, mais non, pas forcément au moment où j'ai connu Branko, d'ailleurs, mais quelques années après qu'on se soit connus. Ah oui, donc vous vous voilà. connaissiez. Alors, donc toi, tu étais salarié, nous étions tous les deux Tous les deux, salariés d'accord. Oui. dans la même entreprise, en plus dans la même autour entreprise. d'une machine à café, Voilà. avec un point commun qui sont des origines, Voilà. celle de Louis et celle de ma femme qui est italienne, et qui nous a permis effectivement de se dire, tu es où d'Italie, puis de réduire, jusqu'à se rendre d'arriver au compte même que village. ma femme et Louis étaient du non. même Ouais, village. ouais, tout à fait. Donc, ce qui a déjà, par définition, créé Un lien. effectivement un lien. Mm. On était dans une petite structure d'édition de logiciels dans une période vraiment très intéressante parce que c'était l'explosion Le Far West. de l'Internet Ouais, ouais. avant mars Le Far West, 2021. Et d'avoir déjà travaillé ensemble. C'était mon ingénieur avant-vente. J'étais commercial. D'accord. Et on vendait une solution logicielle qui finalement, après, avec du recul, nous a... finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu une application dans un autre domaine d'activité des problématiques qu'on avait abordées ensemble à l'époque. Donc, un ingé, un commercial, Voilà. de quoi ça peut parler, à part d'Italie ou d'origine autre que française? C'est ce qui a permis déjà de souder une vraie amitié, Ouais. de souder et de partager une idée d'entrepreneuriat. Mm. Je pense que c'est ça avant tout, qui s'est transformé derrière en aventure humaine, mais sur des bases très saines et des valeurs qu'on partage ensemble. Donc ça, c'était vraiment, je pense... Et on va en parler des valeurs. Ouais, je voilà. préviens. Hein, non, mais... et ça, c'est un point fondamental. Ça, c'est vraiment fondamental. Outre le binôme et une complémentarité forte, voilà, on reviendra tout à l'heure sur l'objectif, bien sûr, pourquoi, bien etc. sûr. On va prendre ce Le temps. projet en lui-même, mais effectivement, je pense que c'est ça qui a Donc, été un petit peu Ouais, un peu de déclencheur. ciment, ouais, tout à fait. Au parce démarrage, c'est une rencontre Au démarrage, c'est une rencontre. Ouais. de deux hommes. Et C'est ça. qu'on a su entretenir indépendamment qu'à un moment, les chemins se Les sont choses, ouais. séparés. Ah, d'accord, ok. Effectivement, moi je suis parti de l'entreprise où on était ensemble. Lui est resté un petit peu Un plus petit peu longtemps. plus longtemps, jusqu'en 2000. ouais. L'entreprise, malheureusement, je crois, a périclité. Ouais. Mais on est toujours resté en relation précisément par rapport à ce lien qui sont finalement les origines.
Mais alors, quand tu parles de ce lien des origines, alors évidemment, on va parler de Progiris, parce que c'est une idée assez incroyable et à la fois très simple. Mais dans les origines, tu parlais des origines de Louis, qui est italien, voilà, et de ta femme qui est du même village. Mais d'une certaine manière, il y a un autre point commun, c'est que toi-même, t'es pas français d'origine. Ah non. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'ai eu du mal tout à l'heure à dire proprement le nom de famille, et je sais que c'est important de ne pas écorcher. Ça me suit depuis que je suis en France, C'est depuis ça. que je fais mes études. Le début d'année. Et donc, du coup, tu viens de quoi? D'Afrique du Sud, c'est ça? Tout à fait. Non, je viens de la Yougoslavie. Je me sens vraiment yougoslave par rapport à ce que ça impliquait, au niveau de la mixité culturelle, au niveau... C'est pas été un long fleuve tranquille ces dernières décennies. Malheureusement pas. Ouais. En 91, effectivement, il y a eu ce qu'il y a eu, la guerre civile. Quoi qu'il en soit, je me sens effectivement yougoslave. Je suis né là-bas, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, et effectivement dans un pays qui m'a grandement structuré, donc indépendamment de mes origines. Tu veux dire la France? La France, exactement. Donc tu es à la fois yougoslave et tu te sens français également. Alors, je suis effectivement français. Oui, non, mais mes racines sont là-bas, donc comme beaucoup. C'est pas antinomique pour toi les deux. Clairement pas. C'est une richesse, d'autant plus qu'elle a été complétée par ma femme qui est italienne, donc de se sentir vraiment européen, d'éduquer les enfants dans cette idée-là, dans cette ouverture d'esprit, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a une guerre civile, les idées ne sont plus en phase entre les différentes communautés. Donc ça a été un moment un peu compliqué, mais très enrichissant, et de toute façon, toujours essayer de garder ce qui apporte quelque chose au niveau de sa construction personnelle. Oui. Voilà. Alors, et l'Italie, on pourrait se dire c'est facile l'Italie, parce qu'on imagine l'Italie aujourd'hui, mais quand tu étais italien il y a quelques dizaines d'années, tu étais le macaroni, le machin, il y avait un racisme qui était encore pire que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, pire, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, mes parents sont arrivés d'Italie. Alors, mon père un peu avant, post-guerre, 50-52, pour reconstruire quelque part tout ce qui avait été détruit pendant la guerre. Ma mère, un peu plus tard, en 55, qui est arrivée du coup avec mon frère, qui est né là-bas, mon frère aîné. C'est vrai que la première chose, moi, que j'ai découvert, alors pas à la naissance, même si ça s'est passé à la naissance, mais un petit peu plus tard, c'est qu'on m'avait changé mon prénom. Ah. Voilà. Donc tu as deux prénoms. Oui, le deuxième, je l'utilise peu, sauf, en fait, c'est assez bizarre. Tout le monde m'appelle Gino en famille. Et puis professionnellement, c'est Louis, mais en fait, j'ai les deux prénoms. Et sur l'état civil, c'est lequel qui est alors, marqué? sur l'état civil, maintenant, c'est Louis, justement, mais à ma naissance, c'était Gino. Et donc, pour l'entretien, tu préfères que je t'appelle comment? L'un ou l'autre me dérange pas. D'accord. Luigi. Branco va sûrement m'appeler dans les Gigi à un moment, ou Luigi. Donc, j'ai pas de préférence, en fait. C'est pas une préférence, en fait. C'est vraiment social. C'est-à-dire que quand mes parents sont arrivés avec mon frère aîné, donc du coup, qui s'appelle Émile, mais qui en réalité s'appelle Emilio. Oui. En fait, ça lui a vraiment pesé les premières années passées en France, parce qu'effectivement, il y avait un peu cette... Donc c'était dans l'idée de t'intégrer au mieux, c'est ça. de t'aider à t'intégrer au mieux. C'était un peu la façon de s'intégrer, c'était de franciser son prénom, d'apprendre rapidement le français, etc. Dans les débats aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ce recul-là. C'est intéressant d'avoir ce recul, ouais. Et ça lui a vraiment pas facilité son éducation, parce que très vite, il a été un peu rangé sur le côté, on va dire, par rapport aux autres élèves. Orienté en CAP, parce que voilà, forcément, fils d'immigrés ouvriers, ça peut pas réussir en France. Et aujourd'hui, il est médecin. Et fuck. Et voilà. Hein, il y a un peu de ça. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi dans ma volonté d'entreprendre aussi. J'allais vous le dire, parce que c'est encore une fois, c'est un point commun entre vous deux. Ouais. Il y a ce besoin, certes, de s'intégrer, mais de réussite aussi. Pas qui n'est pas une réussite quand on vous connaît, parce que j'ai le bonheur de vous connaître aussi un peu par ailleurs, qui n'est pas une réussite qui est liée à l'argent ou à quelque chose d'ostentatoire, mais qui est vraiment d'une idée de réalisation. C'est ça. Exactement. Hein, c'est assez... Alors, Progiris, ça naît dans un bureau d'études d'ingénieur, c'est ça? Alors, pas vraiment. Ça naît sur un coin de table. Dans un restaurant libanais. Ça, c'est comme dans les films. Non, mais en vrai, sérieusement. En vrai, c'est né sur un coin de table. Vraiment, sur la nappe, là. En fait, voilà. Moi, j'avais mes bureaux à Puteaux, parce que, comme l'a dit Branco, nos chemins, à un moment, se sont séparés.
Professionnellement. Professionnellement, bien sûr, hein, pas personnellement. Moi, j'ai évolué donc dans différentes tailles d'entreprises, PME jusqu'à un groupe international où j'ai été DSI, RSSI, etc. Et puis, j'arrivais aussi à un moment de ma vie où, voilà, le fauteuil en cuir à reluire, ça commençait un peu à... C'était pas ce que tu cherchais. C'était pas ce que je cherchais. J'avais l'impression d'être arrivé, mais pas au bout, en fait. C'est une étape pour moi, en fait. Je me suis dit, il me faut quelque chose après. Et Branco, lui, avait déjà, en fait, parce qu'on est dans les années 2007-2008, Branco avait déjà, quelque part, posé Progiris, hein, qui a été créé en 2005. Et il est venu me voir en me disant, mais toi qui as des salles informatiques, machin, etc., j'ai relevé telle problématique, et voilà. Et on s'est mis à gribouiller, du coup, un midi au resto libanais sur ce bout de Naples, que j'ai déchiré d'ailleurs quand on est parti et que je dois avoir quelque part dans un coin. Il faut l'encadrer, celui-là. Oui, mais après quelques déménagements, il faut déjà que je le retrouve. Mais voilà, en fait, et c'est né vraiment d'un gribouillage sur le coin de table. Alors, du coup, donc, ça, c'est 2007-2008. Donc, 2005, toi, tu démarres Progiris tout seul. Avec quoi comme idée? Aucune. Je ne vous ai pas prévenu, mais alors les deux, c'est quelque chose. Hein. On va essayer de garder notre sérieux. Avec l'idée d'entreprendre, avec l'idée de faire quelque chose de nouveau, d'innovant, et avec ce qui était, moi, mon curseur de réussite, c'est de dire, tu pars de zéro, tu as une idée, et ça te permet effectivement d'entreprendre, et accessoirement, à terme, peut-être de se mettre à l'abri économiquement, etc. Et donc, du coup, c'était surtout cette volonté-là. Mais tu n'as pas une idée au départ? Si, j'ai lu des choses par rapport à des concepts qui étaient, à l'époque, on avait le machine-to-machine, c'était la communication entre machines et la façon de pouvoir interconnecter des langages entre équipements techniques. Après, il y a eu l'autre tendance qui était l'IoT, c'est-à-dire comment effectivement profiter de l'Internet des objets pour faire en sorte de pouvoir, avec des capteurs, avec des systèmes techniques, les mettre dans le cloud et de développer des services autour. Et il y a eu cette double tendance, avec effectivement, par rapport à ce que nous, on avait fait initialement avec Louis, c'est de dire comment je peux l'intégrer, parce qu'au départ, vraiment, je ne pensais pas qu'on ferait du logiciel, encore moins du matériel. C'est venu au fur et à mesure. Oui, donc c'était l'idée d'être un intermédiaire. L'idée de base, c'était effectivement de dire il y a cette tendance forte dans l'interopérabilité de systèmes techniques. On pourra y revenir parce que c'est interopérabilité. C'est de dire simplement je fais communiquer un équipement technique avec un autre via l'informatique. Qui ne parle pas le même langage. Et qui ne parlent pas les mêmes langages. C'est ça l'enjeu, parce que on pourrait se dire c'est normal, il suffit de mettre un fil entre les deux. C'est ça. Et en fait, non, ça ne parle pas le même langage, donc il faut qu'ils se traduisent en même temps. Ça, il est vrai. Interagir, voilà. C'est quelque chose qu'on a découvert a posteriori, parce qu'à la base, c'était de dire il y a une offre de service à constituer autour de ces enjeux, autour de ces problématiques, et très vite sont arrivés les constats. Les constats de blocage technique, les constats de langage propriétaire, tous les écueils de notre marché qui perdurent encore aujourd'hui. Donc les systèmes techniques, pour pouvoir les rendre interopérables, il faut faire des développements spécifiques, etc. Et de fil en aiguille, finalement, par l'étude du marché, des retours de nos clients, sans trop anticiper sur la suite, on a fait ces constats-là et on s'est dit, finalement, il manque quelque chose. Donc là, dans votre souhait à ce moment-là, il y a tout un tas d'informations qui sont gérées chacun dans son coin dans un bâtiment. Tout à fait. Voilà. Ouais. Personne ne se cause les uns avec les autres, déjà en termes de machines. Et en plus, c'est probablement pas bien géré par l'humain en dernier recours. Oui, et c'est aussi une volonté quelque part de ces différents acteurs de pas forcément être interopérables. C'est mon territoire. Qui dit ouvrir son territoire. Et là, il y a... Voilà. Donc là, vous arrivez, vous commencez à appréhender ce marché-là, et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui existe sur le marché qui permet de simplifier tout ça. C'est ça. Exact. C'est ça l'enjeu chez vous. C'est ça. Oui. Je me rappelle d'une phrase qui est intéressante, « Work hard to keep it simple », travailler dur pour rendre les choses simples. En fait, c'est l'essence même de votre projet. Exactement. Dans le fond. Ouais. Sur le fond, ça prend du temps. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que du coup, il y a tout à inventer. Alors, il y a tout à inventer, il y a beaucoup de freins aussi à cette innovation. Voilà. Je pense qu'il y a eu pratiquement autant à
inventer que de freins à lever, de barrières à faire tomber pour en arriver là. Ouais. Et c'est vrai que quand on a démarré, on avait 35 ans à peu près. Ouais, déjà, Donc, c'est déjà établi dans la vie. Alors attendez, bougez pas. C'était et il y a là- 20 ans, 35. Vous Non, avez, on compte vous pas, avez on compte 55 ans. On est On des ne jeunes compte pas. entrepreneurs. C'est ça. Des start-upers. On est des Voilà. start-upers, ouais, tout à fait. Donc j'ai perdu le fil, mais En gros, quand on a commencé, effectivement, Voilà, on se voyait plutôt dans une boîte de service, Mais un peu d'ingénierie, machin, etc. Et- Sauf que l'ingénierie nous a amené à dire, maintenant qu'on commence à avoir de la compétence dans notre domaine, quels sont les outils à notre disposition pour, au-delà de Sur le prêcher marché. au-delà de prêcher dans le désert, commencer à faire des choses quand même, à construire quelque chose. Et là, ça a été la première barrière, c'est que... c'est là que le challenge a vraiment commencé. Ouais, c'est là que ça a commencé. C'est vrai. Ouais. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu souhaites développer quelque chose, il te faut de la compétence que Louis avait, mais il te faut quand même une équipe Ouais. pour Et- pouvoir avancer. Mais vous, t'avais et- une fortune personnelle pour commencer ton Oui, aventure. tous les deux, Oui, un des gros millions héritage, d'euros, voilà, c'est ça. exactement. C'est un ça. peu comme tout le monde. Comme tout le vraiment. monde. On venait de vendre une boîte dans la Silicon Valley. Voilà. Donc en fait, on est d'accord que Donc, vous avez on a- fabriqué tout ça, comme tu disais tout à l'heure, en partant de zéro. Ouais, En tout à fait. partant de zéro, C'est-à-dire que tu t'autofinances. En autofinancement. autofinancement et En en innovation, prenant quoi. des risques certains, parce qu'effectivement, comme on était déjà établi dans la vie, avec Ouais. des familles, des enfants, Bah oui, tu mets ta des maison engagements. en caution, Exactement, ça fait Ouais. bizarre quand tu signes des prêts avec tes cautions personnelles. Oui, parce que finalement, si tu as le droit d'échouer, je pense que c'est même d'ailleurs intéressant d'échouer dans Alors- la vie, sinon on n'avance pas. Mais donc, tu te dis, je vends tout, ma maison, ma voiture, Ça- machin, et je me retrouve à poil si Bah, ça marche pas. Ça, je le nuancerais, parce que peut-être aux États-Unis, tu as le droit d'échouer. La logique en France, c'est un petit peu différente. C'est quand Ah. tu échoues, c'est que tu es mauvais. De se relever ce qui est après un idiot. échec, Ce qui est peut-être, mais on a le sentiment que c'est comme ça ici. Donc, pour moi, par définition, on n'avait pas le droit à l'échec. En prenant des engagements financiers qui relativement sont forts par rapport à la situation de l'époque, c'est un sacré challenge de pouvoir le relever, de pouvoir ne pas perdre le cap et de ne pas dévier du cap surtout. C'était ça. Il y a eu pas mal de costaud. nuits blanches, c'est costaud. Mais C'est en plus costaud à de ça, appréhender. ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on prend ces risques-là, on ne peut pas les prendre tout seul, on les prend forcément avec nos femmes, nos enfants, Oui, on emmène machin. tout le monde dans la Et barque, oui. évidemment, vous avez, comme tous les entrepreneurs, divorcé tous les deux, c'est ça? Eh Même ben non. pas. Eh ben non. Alors là, c'est pas possible. Et elles ont Tu te rends tenu. compte, Elles ont tenu. elles ont oui. tenu, elles Oui. nous ont Et elles nous soutenus. ont tenus aussi, Voilà. parce que quelque part, ce soutien-là, je dois dire, c'est pratiquement le plus important, parce que s'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de moyen d'y Il arriver, faut- surtout dans ce contexte-là. Il faut Voilà, une c'est- certaine stabilité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, mais à un Ouais. moment, il doit y avoir un équilibre. Et en plus, D'un vous point de vue décidez de émotionnel. faire des enfants. Ils C'est étaient fou, ça. déjà là. Ils étaient déjà là. Ah, Oui. toi et toi aussi? Alors, oui. Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà, tout ouais. jeunes, mais ils étaient déjà là. Ouais. Donc, d'où encore plus Sacré risque. Hein, ouais. encore plus de risques, effectivement. Mais il faut y croire, peut-être, non? Bah, Dans ce projet. Il faut, forcément, il faut y Ah oui, croire, là, oui. parce que si on Oui. n'est pas... Enfin, je pense que on si... ne peut pas être sûr de la réussite, mais on peut être sûr d'avoir envie de le faire. Et au moment où on a décidé qu'on est sûr d'avoir envie de le faire, c'est là que réellement ça commence. Voilà. La fameuse motivation. C'est ça. Parce C'est là que où tu la trouves. pour ce qui me concerne, quand même, effectivement, moi, on a vraiment lancé le truc quand j'ai rejoint Branco en 2008, mais ça faisait déjà pratiquement 2 ans que j'étais dans mon ancienne boîte en réflexion par rapport à, d'un côté, j'ai mon poste à responsabilité, mon salaire dans une structure Ton établie, confort. etc., la zone de confort, effectivement. Puis de l'autre côté, j'ai... un truc qui m'attire, mais en même temps, on voit pas de l'autre côté de la lumière ce qui se passe, etc. C'est le Donc, bazar. voilà, donc il y a 2 ans, etc., etc. Et puis, Donc, tu lui as sorti le grand jeu pour le convaincre ou est-ce qu'il était Non, convaincu je pense lui que Louis était déjà, comme je le dis, Oui. motivé, il avait envie. Voilà. Et de toute façon, comme l'avait dit mon expert comptable, c'est tant que tu n'as pas sauté, c'est comme le saut à l'élastique, Ouais, tant que tu n'as c'est pas sauté, tu ne sais pas ce que ça fait. Mm. Donc le tout, c'est d'y aller et de se dire, bah, ça y est, je suis dedans. Et après, c'est d'appréhender les choses, le quotidien, les contraintes.
de partager les réussites, les joies et tout Alors, ce qui s'ensuit. Ce qu'il y a de particulier dans Progiris, parce que donc aujourd'hui, pour arriver à gérer les langages des différentes machines qui gèrent un bâtiment, on va parler plutôt d'un bâtiment tertiaire ou, Oui, on va dire tertiaire, ou oui. bureau ou Bon, même ça pourrait s'appliquer à entreprise, n'importe voilà, quel quel qu'il bâtiment, soit. a priori, Voilà, mais voilà. parce que c'est un peu différent. On en reparlera. Quelle est la différence par rapport à un bâtiment d'habitation, hein, mais il y a des principes qui sont un petit peu équivalents. C'est ce qu'on appelait un petit peu le smart city, enfin c'est avec cette idée de smart building, de rendre intelligent, ça veut dire qu'il communique, Ça. parce que c'est pas intelligent intrinsèquement, hein, on parle souvent d'intelligence artificielle, l'intelligence c'est peut-être un mot qui n'est pas tout à fait approprié, parce que c'est intelligent par rapport à ce qu'on implémente dedans. Oui. Et donc là, c'est de les faire se parler entre eux, donc de faire un traducteur de tous les langages, et en plus de rendre ça lisible par un humain, donc une interface, et puis en plus de créer physiquement les boîtiers, les outils qui permettent, les capteurs, etc., qui permettent de gérer tout ça. Ça n'existe pas comme vous le vouliez. Exact. Oui. Disons qu'on a eu une double révolution. On est passé, nous, quand on a démarré les premiers ordinateurs, hein, quand tu arrivais dans la société, que tu installais ton Windows avec 21 disquettes. Donc ça, on l'a les connu. dinosaures. Ah ben oui, mais, Non, mais c'est malheureusement, du moins, heureusement, malheureusement, c'est comme ça. C'est en tout cas notre parcours. On a connu ça. On a donc le développement des réseaux dans les entreprises. Après, il y a eu effectivement toute la partie numérique liée à la téléphonie, qui a aussi basculé sur les réseaux d'entreprise. Et étonnamment, tout ce qui était les techniques du moins les domaines techniques du bâtiment, que ce soit la sûreté, la domotique, l'énergie, etc. L'incendie, la surveillance. Tout ça fonctionnait en silo ou sur des protocoles différents. C'est ça. Le concept qui est important et que tu viens de citer là, c'est l'histoire des silos. C'est-à-dire que c'était très performant, et ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est pas fait pour causer aux autres. Exactement. Donc c'est le cas dans la façon dont c'est mis en œuvre. Il y a des spécialistes dans les différents domaines. C'est également le fait de dire, ma foi, comme c'est des domaines de spécialité, d'interconnecter tout ça, c'est pas évident. Et ce qui nous a toujours surpris, c'est de dire, à partir du moment où on a un protocole et un langage de communication qui est celui des réseaux informatiques, pourquoi ça ne migre pas, comme tout le reste, sur les réseaux informatiques ? S'il y a eu cette numérisation, digitalisation et puis le fait de basculer sur du numérique au niveau de la téléphonie, c'est qu'il y a bien des raisons d'usage, des raisons économiques, d'optimisation et de finalement pérenniser des systèmes de câblage qui, par définition, ont peu de valeur ajoutée. Donc c'est de dire pourquoi les systèmes ne viennent pas se greffer à ce réseau déjà existant. Voilà, tout simplement. Et donc comme il n'existe pas de système qui gère tout ça, il faut l'inventer. Et ben voilà. Il faut y aller. Donc il y a une... Et c'est là où il entre en scène alors il bosse un peu comment ça s'est passé? Et ce qui est surtout très rare, c'est qu'effectivement, il faut une double compétence. À la fois une compétence informatique et une compétence en électronique. Ouais. Ah oui. Parce que très rapidement, on s'est rendu compte que le fait que ce soit organisé en silo faisait que chaque domaine était très spécialisé, pas très enclin à communiquer les uns avec les autres. Et donc, du coup, cette idée de bâtiment connecté, de bâtiment intelligent, pour moi, est un vœu pieux. Si on n'allait pas sur le fait de faire en sorte que les systèmes techniques puissent être communicants sur des réseaux ouverts, standardisés, et qui permettent justement de casser toutes ces barrières qui empêchent encore un petit peu de développer des services. Voilà. Et donc, alors, tu arrives avec ce constat-là. Toi, c'est ton domaine on va dire, d'ingénieur, alors, en fait, moi, proprement dit. Et tu te dis, c'est quoi? Ça me plaît parce que c'est un no man's land et que j'ai tout à créer, ou ça me décourage? C'était quoi ton envie par rapport à un challenge technique comme celui-ci? Alors, moi, déjà, sur challenge technique, en tant que DSI, sur mon activité... Donc, directeur des systèmes d'information. Oui. Ou CIO, comme on aime bien le dire à l'américaine. J'avais déjà des problématiques, moi, de gestion de salles informatiques, sans parler du bâtiment dans son entièreté.
Les salles de serveurs, ce qu'on dit. Voilà, tout à fait. Okay. Des mini data centers qu'on avait chez soi à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'externalisation en data center, mais à l'époque, c'était pas encore aussi répandu. Donc on avait ces salles informatiques, en général dans le sous-sol de l'immeuble, etc., etc. Donc dans ces salles informatiques, il y a des problématiques de climatisation, d'énergie. Oui, parce que les informaticiens n'aiment pas la lumière du jour, on est d'accord. Ah ben non, pas du tout. C'est pour ça qu'on les met dans le sous-sol. Voilà. Hein, c'est une espèce particulière. La première chose, j'ai demandé, c'est d'avoir un bureau à la cave. T'adores. Et donc il y a tous ces aspects-là qui concourent quelque part au bon fonctionnement des systèmes d'information. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit la plupart du temps, moi en tant que DSI avec mes équipes de support, la première chose que je souhaitais, c'est avoir du monitoring, c'est-à-dire un écran dans la salle de support, de contrôle de l'ensemble des organes de ma salle informatique. Et alors quand j'ai posé la question, on m'a regardé avec des yeux écarquillés, mais genre ça n'existe pas. Tu rêves. Si, ça se fait dans les séries américaines. Ah oui, dans les séries américaines, c'est pareil. Vous avez un mec, il est à 120 mètres dans sa voiture et on voit la tache qu'il a sur la joue. Donc, c'est les séries américaines. Mais dans la réalité des faits, on est beaucoup plus macro que ça. C'est-à-dire, non, c'est pas possible ce que tu me demandes. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Je peux te mettre un écran pour ça, un écran pour ça, un écran pour ça, un écran pour ça. Et oui, je veux pas une guirlande, je veux un écran synthétique. Voilà. Et ce que je veux, c'est être alerté quand il y a un truc qui se passe mal. Parce qu'il m'est arrivé de descendre dans la salle informatique et de me retrouver les pieds dans l'eau. Donc là, à un moment, je me dis, mince, c'est pas normal. Et j'ai pas été prévenu. Et j'ai pas été prévenu, en plus. Et donc là, ça commence à titiller, et je me dis, c'est quand même dingue. Donc je cherche un peu sur Internet, finalement, je vois des choses, mais pas la chose. Finalement, la solution qui va m'unifier tout ça, quoi. Parce que c'est ça qui est fou. C'est que quand moi je vous ai rencontré, vous m'avez raconté cette histoire d'immeubles intelligents, de lieux intelligents, avec une discussion entre les uns et les autres. Pour moi, c'était déjà fait. Encore une fois, je l'ai vu dans les séries américaines où tu savais qui, quoi, comment, à tel endroit, à 200 mètres aux alentours, tu savais tout ce qui se passait. En fait, ça, c'est fictif. Ça n'existe pas. Et ça qui est dingue, c'est qu'il y avait, j'ai pas encore de solution qui unifiait l'ensemble. Il y avait des solutions d'unification dans le domaine de la sûreté. Donc, la gestion des accès, l'intrusion, la vidéosurveillance. Maintenant, souvent, c'était des solutions qui étaient déployées par des bureaux d'études ou des grands faiseurs de bâtiments, sans se préoccuper des besoins des usagers et des usages, et de l'aspect fonctionnel des choses. Et très vite, effectivement, tu peux avoir une solution qui est, sur le principe, qui a une tendance à l'unification, mais après, dans l'usage et la réalité et le cycle de vie de la solution, il y a beaucoup d'écueils qui font que non, tu n'arrives pas à maintenir cette unification par rapport à des aspects techniques, par rapport à des aspects budgétaires, qui sont vraiment liés aux possibilités des clients. En fait, vous avez le constat de ce qui manque sur le système, okay, et puis vous avez une obsession de celui qui va s'en servir. En fait. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Oui. C'est-à-dire que votre modèle économique, en fait, il part vraiment de là. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je dois en faire de tout ça ? Toutes ces informations dans mon bâtiment d'entreprise, pour le coup, c'est vital. J'ai besoin de fabriquer du profit parce que sinon, je coule. Donc, c'est fondamental, vital pour l'entreprise. Et j'ai toutes les infos, mais je ne sais pas quoi en faire. En fait, c'est parti de là. Vu qu'on est obligé de s'autofinancer, ça nous a permis de longuement réfléchir. Comment vous avez fait quoi ? Le bois de Boulogne Comment vous avez financé ça ? Parce qu'il a fallu faire de la R&D. Il a fallu effectivement le faire d'une part par une activité d'installateur, d'intégrateur. D'accord. Pour comprendre et valider les besoins des clients. Donc l'étude de marché, finalement, on l'a fait un petit peu de façon empirique. En temps réel, oui. En temps réel. Mais il fallait effectivement que Progeris génère du revenu, génère du chiffre d'affaires et puisse à minimum financer le fait d'aller au bout de l'idée et de la rendre concrète, de par le logiciel Hyperviso, mais également tout le volet matériel sur ces derniers mois. Ce qui vous interdit d'être trop théorique, puisque votre truc, il doit tout de suite rapporter. Mais complètement pratique. On s'est retrouvé à monter sur des escabeaux pour passer du câble la nuit chez un client. Voilà. On aura vraiment épluché le métier de haut en bas. On fait pour effectivement comprendre les enjeux, comprendre justement les tâches à faible valeur ajoutée et de se dire mais
fondamentalement pourquoi tirer du câble pour telle et telle fonction alors qu'il y a déjà potentiellement Tout un une réseau logique. qui existe. Exactement. Donc beaucoup de questionnements à cette époque-là, de chercher des réponses et du coup de prendre le temps pour finalement synthétiser en termes de solutions, que ce soit logiciel ou matériel, ces différents besoins. Parce que malgré tout, tu es toujours dans l'incertitude quand tu entreprends et tu le fais un peu de façon empirique. Tu as besoin de valider que, comme je disais tout à l'heure, par définition, tu te dis je veux mener le projet de R&D au bout, donc par définition, je considère que je n'ai pas le droit de me tromper. C'est là qu'il y a l'avantage de dire on a été obligé de subir le temps et les moyens que l'on avait pour précisément, malgré tout au long du process, se poser les bonnes questions, les valider au niveau du marché. On avait lu des choses par rapport à des études de marché, etc. On voyait que le besoin était là, on voyait les enjeux techniques, on voyait les enjeux financiers, on lisait des études sur le sujet, mais on ne le constatait pas sur le terrain. Et donc, effectivement, même si ça a pris du temps, ça nous a quand même permis de valider au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu avais tes deux enjeux, c'est-à-dire qu'à la fois développer la solution que vous aviez en tête, et puis en même temps il fallait financer cet enjeu-là, et donc il fallait générer du profit, mais pas non plus, passer que votre temps à faire ça, parce que sinon vous ne pouviez pas développer. C'est la quadrature du cercle, ça. C'est la quadrature du cercle. Mais quelque part, on n'avait pas le choix. Enfin, je veux dire, on n'est pas, parti effectivement avec un gros chèque de notre ancienne boîte. On n'avait pas un héritage d'un tonton américain. Ça, c'est con, ça. T'as pas non plus les réseaux pour éventuellement aller lever des fonds. On avait identifié vraiment sur ça, il y avait besoin de lever des fonds parce qu'on le voyait de toute façon, le marché, on voyait ce qui se passait sur le marché. J'évoquais tout à l'heure machine to machine, l'IoT. On a connu beaucoup de startups qui, eux, par contre, ont réussi à lever des fonds, ont démarré très vite, mais elles ne sont plus là aujourd'hui. Oui, parce que c'est intéressant. Là, je pense que ça va intéresser ceux qui nous regardent, parce que on voit beaucoup, on a entendu beaucoup, notamment dans la phase de Far West dont on parlait, des entreprises qui démarraient sur une idée, avec même pas de bureau, pas de personnel, rien, juste une idée, et qui levaient des millions, qui ont fait une espèce de bulle, la fameuse bulle Internet, qui à un moment donné s'est crachée. Certaines ont marché, il faut quand même être honnête. Évidemment, elles sont encore aujourd'hui existantes, mais beaucoup sont totalement perdues et n'ont pas été développées. Et vous, c'est pas que vous avez fait un autre choix, c'est que vous n'aviez pas ce choix-là, ces réseaux, cette capacité-là, parce qu'à la limite, il aurait fallu un troisième partenaire qui soit un financier spécialisé dans la levée de fonds pour que ça puisse marcher. Et donc, vous décidez de fabriquer tout ça de vos petites mains, pour pérenniser un bateau et puis pour vous projeter en même temps sur un modèle économique tout à fait différent. En fait. Parce que là, ce n'est pas de l'intégration, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous êtes fabricant et éditeur logiciel, etc. Et alors là, la petite fierté, quand même, vous avez un brevet européen, là, ça y est, c'est fait, c'est concret. C'est concret, oui, depuis quelques années maintenant. C'est pas rien, les gens se disent qu'il a un brevet, il a inventé un truc, tout le monde fait un brevet. Non, là, c'est quelque chose qui est validé, qui est déposé d'une part, mais qui fonctionne, que vous avez testé chez vos clients, que vous commencez à vendre. Et donc, c'est pas rien, ça, cet aboutissement. Non, c'est excitant ou pas Très. Ça a été validé, comme tu disais, par le brevet. Ça a été aussi validé par le fait de monter un dossier, d'avoir eu le statut de jeune entreprise innovante, de bénéficier encore aujourd'hui du crédit impôt recherche qui est en train de se transformer en crédit impôt innovation. Même si ce n'est pas ce crédit-là qui vous a financé votre truc. Hein. La proportion non, mais on peut quand même, malgré tout, sur certaines périodes, ça a été un élément majeur, important. Pas majeur, mais on aurait pu trouver des solutions, mais qui étaient importantes. Donc merci à l'État français. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Parce que on est souvent enclin à critiquer. Donc, mais il faut le dire quand c'est une bonne chose. D'ailleurs, on regrette un peu qu'en ce moment, il y ait beaucoup de discussions sur la remise en question du crédit impôt innovation, crédit impôt recherche, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est un élément. Alors oui, on peut toujours dire il y a des entreprises, c'est plutôt les grands qui en profitent avec des services de R&D de 300 personnes puis on ne sait pas trop ce qu'ils font, etc., etc. Oui, ok, ça je peux l'entendre, mais à côté de ça, il y a quand même un tissu de PME en France qui ont envie et qui innovent, et c'est dommage de leur couper la branche sur laquelle elles sont assises
Parce que derrière, même si ce n'est pas toutes qui vont réussir, mais il y a là-dedans des pépites, Des pépites. qui sont quelque part en Oui. gestation. Et si elles n'ont pas ça, comme nous, on l'a ressenti pendant toutes ces années, si on n'a pas les fonds, la trésor ou une levée de fonds, c'est difficile, quelque part, de mettre au point ces innovations. On entend surtout les grandes sociétés. On a aussi tout l'exemple de la French Tech, de toutes ces entreprises. Ça crépite quand même. Ou de dire il faut qu'on crée des licornes. Limite, c'est sur le papier, il faut qu'il y ait 30 licornes ou je ne sais plus combien en 2030, etc. Mais fondamentalement, par rapport à des entreprises comme les nôtres, par rapport aux difficultés, je reviens toujours sur le fait de dire il y a tout un tissu de PME et ces entrepreneurs-là, on n'en parle que très peu. On a toujours l'exemple. Et on est là pour ça. Et on est là pour ça, tu as bien compris. Exactement. Et parce que c'est ça que je pense qui fait la grande majorité de notre tissu économique aussi en France, c'est toutes ces PME. Et sauf que celle-là, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Et la façon d'appréhender le rôle de l'entrepreneur, le fait d'avoir la cohésion dans l'entreprise par rapport à ses collaborateurs, le rôle social de l'entrepreneur, souvent, je trouve que la façon dont on en parle aujourd'hui est très biaisée parce qu'on donne en exemple des choses qui sont très loin, nous, de notre quotidien et de nos préoccupations. C'est pour ça, comme le soulignait Louis, d'avoir eu le CIR, ça a été super important. Crédit impôt recherche. Mais maintenant, effectivement, c'est passé par le montage d'un dossier, c'est passé par la validation du ministère de la Recherche. De n'importe quelle manière. Exactement. Et de la même façon, à partir du moment où on a voulu un moment accélérer les choses et on a eu par BPI, donc anciennement Zéo et BPI, on a eu un prêt innovation. Mais ce prêt innovation, lui aussi, est conditionné au fait d'avoir un CIR, au fait d'avoir un brevet, etc. Donc c'est comme un entonnoir. Voilà, exactement. Une aide, on appelle une autre, mais il faut avoir au moins la première marche. Ça veut dire que vous avez validé un certain nombre d'étapes et que vous êtes vraiment dans un processus sérieux. De belles étapes, parce que entre le moment où on a commencé à dialoguer avec BPI et le moment où on a eu la subvention, il a fallu quand même montrer pas mal de choses. Oui. Et donc c'est le fait, je pense qu'il y aurait mérite de mettre davantage en lumière des parcours comme le nôtre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas de figure. J'espère que tu en recevras beaucoup d'autres pour justement les mettre en avant. Il y a tout ce pan de l'activité, et surtout en ce moment avec le contexte économique, qui fait que c'est ça qui permet de garder la société un certain niveau de cohésion. Société, exactement. C'est-à-dire que d'abord, c'est ça que moi j'aime bien montrer dans l'émission, c'est-à-dire que souvent ça part d'une rencontre, d'une idée, mais qui n'était pas prévue pour être l'idée de votre vie. Et ça, c'est des jolies histoires à entendre, parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est, quand on regarde le nombre de salariés en France, et là pour le coup, je mets volontairement hors du champ les salariés du public, parce que c'est encore une autre dynamique, sans critique, mais ce n'est pas la même dynamique. Mais dans les salariés du privé, une immense majorité de ces salariés viennent des PME, pas des gros groupes. Et donc, si on a quelque chose à travailler, je suis quasiment dans un discours politique, mais parce que c'est aussi l'essence même de notre émission, c'est de mettre en valeur et de montrer que c'est possible, que c'est pas facile, mais c'est possible et qu'on peut vraiment faire quelque chose de notre pays, quoi. Il faut beaucoup de résilience, mais de toute façon, c'est... Tu le sens, toi, cette résilience, ça a été important dans ton parcours ? Tout au long, oui, parce que tu es systématiquement et en permanence confronté à des succès, à des échecs, à des contraintes, à des... Parce que tes échecs, justement, parce que c'est quelque chose, on nous parle... Quand on veut vendre sa société, on va te parler que de ses réussites. Moi, je suis projet, c'est génial, on est extraordinaire, on est implanté partout, tout est réglé. Alors que la vraie vie, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est quoi le dernier échec en date qui t'a marqué ? Le dernier truc pour montrer que c'est pas facile. Typiquement, en ce moment, c'est la difficulté de recruter de nouveaux collaborateurs. Donc ça, on le vit un petit peu. Mais tout le monde cherche du boulot pourtant. Oui, tout à fait. Mais tu ne trouves pas les bonnes personnes. Non. Et pour en discuter avec des amis, d'autres entrepreneurs, c'est un vrai problème en ce moment.
C'est quoi? Parce C'est qu'on une trouve pas les adéquation compétences? entre la disponibilité, les compétences, les attentes aussi des salariés qui ont pas mal évolué depuis la crise Covid. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du marché qui est difficile à appréhender. Nous, de notre côté, par rapport à ce stade où on en est maintenant et par rapport au fait de continuer à grossir, on a ces difficultés à étoffer les équipes. Voilà. C'est quoi dans la gestion au quotidien là, il y a aujourd'hui, alors, une dizaine de salariés, Oui. mais vous avez beaucoup de prestataires aussi, de sous-traitants, etc. Donc ça commence à être une bonne entreprise qui prend en jeu beaucoup de gens autour, y compris les familles que ça fait vivre, etc. Ce qui n'est pas rien pour vous. C'est quoi l'importance que ça a, l'humain, dans votre système? On se dit, en fait, votre boîte, c'est que pour gérer des histoires de machines, de machins. Non. Mais c'est quoi l'importance de l'humain? Alors, Lequel? lequel? Les deux ont envie d'en parler. Hein, ça. L'humain est super important. Ouais. C'est ça qui constitue le ciment déjà de ce qu'on fait avec Louis. Progiris, l'ADN, Exactement. c'est une C'est rencontre ça. entre deux hommes. ça, Exactement. déjà. Et Déjà, l'humain, au départ. c'est le socle, c'est la base. Et je pense que s'il n'y avait pas ce socle solide déjà entre nous, le reste ne suivrait pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, pour en arriver là où on est aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le côté service, intégration, etc. Quand on parle d'intégration, c'est pas juste... Mais quel est le rapport avec l'humain? Le rapport avec l'humain, c'est qu'il faut des équipes. Il faut des équipes et il faut des équipes qui adhèrent à cet ADN que l'on a et qui en même temps ont une volonté de faire le travail bien chez les clients pour que justement ces clients soient des clients, on va dire, où on a une réelle relation partenariale avec eux. C'est ce que disent toutes les boîtes, oui, ça. mais c'est bien, c'est ce que disent toutes les boîtes, mais c'est aujourd'hui... C'est pas ce qu'elles font. C'est pas forcément ce qu'elles font. Dans notre contexte de marché, il y a beaucoup de boîtes qui travaillent en ce qu'on appelle le mode one-shot. En gros, j'arrive, j'installe un truc, et après je m'en vais, et c'est celui qui arrive derrière qui aura la maintenance du truc et les problèmes qui vont avec. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie, comme une autre. Mais c'est pas celle que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est travailler sur la durée avec ses clients. Et aujourd'hui, on n'a pas de turnover dans nos clients. Les clients qu'on a aujourd'hui... Et dans votre personnel non plus. Les clients qu'on a acquis en 2011 pour les plus anciens. Et dans notre personnel non plus, du coup. Mais il y a... et ça, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Ouais. Mais il y a... Parce que... et j'espère qu'ils le savent, mais on leur dit, mais ils le savent. Mais ils nous le disent aussi. Et ils nous le disent aussi, c'est qu'on peut compter sur eux, comme eux peuvent compter sur nous pour développer l'activité, on peut compter sur eux pour faire un travail de qualité chez les clients. Tu veux dire que même dans le business, on peut avoir des vraies valeurs? Ah, c'est pas on peut, c'est il faut. Il faut, et c'est ce qui fait tenir aussi. Parce que sinon, monter une boîte, c'est tu prends un business plan financier, tu fais une valo licorne à 1 milliard, comme disait Branco tout à l'heure, et au passage, si tu as laissé des gens sur le carreau, c'est pas ton problème. Donc c'est pas votre objectif. Vision, hein. Non, disons que lorsqu'on l'a créé, c'est aussi pour de l'humain. C'est un engagement, c'est du résultat, c'est une certaine idée de la relation avec son client qui est faite de résultats, qui est faite d'engagement, qui est faite de paroles. Ça nous tient à cœur, encore une fois, par rapport à cette histoire. Plus qu'un contrat signé, une poignée de main, ça a du sens. Et comme disait Louis, à partir du moment où tes clients te font confiance dans la durée et qui sont avec toi depuis plus de 10 ans maintenant, pour beaucoup, et on ne parle pas de petites sociétés quand même, ça valide effectivement que l'humain est super important et que nous, on le privilégie et on a besoin, fondamentalement, tu as besoin de cet humain pour tenir le coup par rapport à tout ce que implique la gestion d'une société. Et alors du coup, si dans ce que vous avez dit, vous avez presque répondu à ma question d'après, mais parce que j'aime bien la poser systématiquement dans mes entretiens, c'est quoi pour vous les 3 valeurs fondamentales pour pouvoir travailler avec vous? La question est un peu particulière, c'est pas vos 3 valeurs après, mais quand on veut travailler avec Progiris et avec Louis et Branco, c'est quoi les 3 valeurs qui sont fondamentales? Alors, déjà, il y en a une qui est hyper importante, c'est l'implication, l'engagement vis-à-vis de nos clients, parce que nous, on s'impose un niveau de qualité, comme on le disait tout à l'heure, on est une petite boîte quelque part, 12 personnes. Donc, pour avoir les clients qu'on a, parce qu'on a beaucoup de clients grands comptes quand même, ce qui n'est pas, étonnant. négligeable pour une structure de notre taille et sur un marché comme le nôtre,
il faut avoir un engagement fort vis-à-vis de la qualité de service qu'on va apporter aux clients. Donc ça, c'est hyper important que les gens qui viennent travailler avec nous ne soient pas là juste, sans que ce soit péjoratif, mais un peu quand même, juste pour faire de l'alimentaire. Il faut avoir cet engagement vis-à-vis de nos clients. Implication, engagement, Voilà. c'est Ouais. quoi l'autre valeur fondamentale pour travailler avec vous? C'est toujours celle qui repose sur l'humain, sur L'authenticité, sur l'honnêteté, voilà, l'intégrité. exactement. Et l'intégrité, Ouais. ça nous tient à cœur. Mm. Personnellement, c'était une des motivations. J'exerçais des fonctions commerciales. C'est de prendre des décisions qui sont... On se met toujours à la place du client et de dire, on emmène le client, on va ensemble par rapport à un objet, vis-à-vis d'un objectif. Et cette relation finalement de confiance avec le client est quelque chose de fondamental. Voilà. Et puis évidemment, la troisième valeur, alors là, il faut... C'est l'innovation. parce C'est que de réfléchir en permanence. c'est ça, c'est de ça. se remettre en Poser question. beaucoup C'est en ça. permanence. C'est ça. Alors à un moment, il faut arrêter. Alors à Il quel faut moment? En ce moment. Voilà, d'accord, ok, d'accord. Il faut réaliser ce qu'on a Il faut innové. établir un cadre, il Ouais. faut effectivement se poser, Se structurer structurer, les choses. ouais. Personnellement, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Pour moi, quand tu es entrepreneur, c'est le début qui est difficile. C'est le fait d'amorcer. Que tu pensais. Ouais. Ouais. Finalement, le développement, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Tout le monde est persuadé que ce qui est compliqué à gérer, c'est quand ça va mal ou quand ça doit démarrer. Mm. Alors qu'en fait, le plus difficile à gérer dans une entreprise, je le vois au C'est quotidien quand bizarre, j'accompagne les dirigeants, le plus difficile, c'est quand ils sont en réussite et en croissance. Mm. C'est très complexe. Mm. Parce que c'est souvent là que les gens se plantent et finissent par tomber après. C'est ça. Donc la base, c'est les clients, Ouais. c'est les relations humaines, c'est effectivement tout ce qu'on a construit. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une période qui est un petit peu déroutante. Personnellement, moi, j'ai un peu de mal à saisir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Des gens, de la relation travail. On a le sentiment qu'il y a pas mal de choses qui évoluent et qui, du On coup, le subit un nous peu. impactent, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour essayer de continuer à se développer. Voilà. Donc on est obligé de s'adapter à ce qu'on retrouve sur le marché. Et c'est un peu toute l'histoire. Depuis qu'on a démarré, il y a eu à chaque fois des étapes, des crises, Mais est-ce que c'est des pas contextes. tout le temps un peu comme ça au final. C'est-à-dire que depuis Alors, la nuit des temps est là, il n'y a rien qui est pérenne, parfait, Non, linéaire. Bah, non, parce que quand tu prends le standard de ce que doit être le développement d'une boîte techno, c'est tu vas vite, tu lèves des fonds, tu passes de 5 à 400 salariés comme ça en 2-3 ans. Et c'est ça le standard de réussite pour des boîtes qui font de la tech. Quand tu n'es pas dans ce schéma-là, voilà. Tu es quand même en réussite et tu es en train de montrer qu'on peut le faire autrement. Oui, mais c'est au détriment du temps, c'est au détriment du quotidien. Et effectivement, il faut avoir les idées bien en place et de ne pas dévier du cap par rapport à ce quotidien-là, justement. Et vis-à-vis de ces exemples de réussite que tu vois et sur lesquels on communique beaucoup. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les startups, la French Tech, les petites boîtes qui lèvent des fonds de façon significative. Donc, tu as tous ces exemples de réussite qui, finalement, pour la majorité des autres entrepreneurs, sont un curseur sur lequel... voilà, c'est un curseur qui te dit, effectivement, est-ce que tu es en réussite ou pas ou de tendre vers ça. Donc, c'est de vouloir y aller, effectivement. Nous, on n'aura pas le choix parce que, du moins, pour l'instant, on ne s'est pas encore donné la possibilité de prendre le temps de se dire on va vers une levée de fonds. Et par là même, on n'était pas non plus complètement convaincus. Et peut-être que vous êtes en train de la faire vous-même, votre propre levée de fonds à vous-même. Au moins, c'est le mérite qu'on a eu avec C'est ça. Louis, c'est de ne pas faire n'importe quoi au fur et à mesure des années. C'était d'identifier que de toute façon, le nerf de la guerre, c'est le cash. Oui. Qu'il fallait un bon fonds de roulement. Déjà pour sécuriser, comme Louis évoquait, l'humain par rapport à nos collègues et collaborateurs, même vis-à-vis des engagements que l'on prend vis-à-vis des clients, c'est d'avoir de la pérennité. Donc cette pérennité, effectivement, elle est par le fait de constituer une trésorerie qui nous permet d'une part d'envisager des recrutements, d'autre part de sécuriser un petit peu
tout l'environnement qu'on a créé et de surtout sécuriser nos collègues, nos collaborateurs. C'est ça, et sont puis effectivement le sécuriser socle. aussi le business, parce qu'il Voilà. faut qu'on puisse consacrer aussi ce temps à prendre de la hauteur par rapport au quotidien, parce qu'on est à la fois entrepreneur, mais aussi quelque part un peu actif. Opérationnel. Même opérationnel, très opérationnel d'ailleurs. Et c'est vrai que jongler entre les deux, c'est pas facile. On peut pas faire ça de façon épisodique. Il arrive un moment où c'est plus tenable. Et donc, pour prendre cette hauteur, il faut pouvoir avoir une certaine assise au niveau de l'opérationnel qui nous permet de reculer un peu d'un ou deux pas, de voir un peu plus large que le cône qu'on a dans notre opérationnel au quotidien et de se dire, voilà, OK, donc maintenant, comment on structure? Est-ce qu'effectivement on a besoin ou pas d'une levée de fonds? Est-ce qu'on a envie ou pas de perdre la main aussi? Parce que lever des fonds, ça veut dire donner une partie de son capital et en fonction de qui on va avoir en face, ça peut être une grosse partie et donc aussi une perte quelque part pas de légitimité, mais de choix qu'on peut faire pour la stratégie de l'entreprise. Donc tout ça, c'est... Et ça, tu peux pas le réfléchir, en fait, comme ça, vite fait, ou plus sur un coin de nappe, en tout cas. Il faut vraiment pouvoir se poser, là. Du coup, j'ai envie de vous amener aussi pour aider ceux qui nous regardent, à essayer de vous positionner un peu ce qui, d'après vous, sont les caractéristiques d'un bon entrepreneur ou d'un bon dirigeant pour vous, aujourd'hui, en France. C'est quoi? Ça ne veut pas dire que vous y arriviez, d'ailleurs, complètement. Mais qu'est-ce que vous imaginez comme étant indispensable pour être un bon entrepreneur en France aujourd'hui? Je vais reprendre un mot qu'a dit Branco tout à l'heure, c'est la résilience. Je pense que c'est la première caractéristique. Si dès qu'il y a une première marche ou un premier caillou dans la chaussette, on se décourage, on perd le truc, c'est à un moment, il faut résilience, persévérance. On n'était pas fait pour ça. Mm. Moi, je pense à la base, je ne suis pas entrepreneur. Je n'ai pas l'esprit d'un entrepreneur. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de planifier, j'ai besoin d'organiser, de structurer. Ça, tu le sais un petit peu. Et donc, ça influe sur ta façon d'entreprendre et sur la façon de prendre des risques. Donc effectivement, est-ce que tu as une définition? Tu vois bien que c'est pas vrai, puisque tu peux être entrepreneur et ne pas être comme tu penses qu'il faudrait être un bon entrepreneur. Oui. Mais regarde, la preuve, tu réussis. Tout à fait. Mais, encore une fois, par rapport à ma fonction initiale commerciale, tu te fixes des objectifs où tu vois que fondamentalement, pour être en réussite, il faudrait qu'on soit à un tu autre sors de ta zone de confort, moi, c'est ça que je vois. Exactement. On n'a jamais été dans une zone de confort, je pense. On l'est, mais effectivement, on doit l'utiliser pour bien se structurer, pour passer à la phase d'après. Comme disait Louis, sans forcément lever des fonds. Et malgré tout, une des satisfactions, c'est d'avoir réuni les conditions qui nous permettent d'envisager sereinement cette phase-là. Et c'est d'autant plus important dans le contexte économique actuel. Ce qui nous permet effectivement de tenir nos engagements vis-à-vis de nos clients, d'être toujours dans la même logique et de ne pas en dévier, c'est-à-dire qu'on accompagne les clients dans un objectif commun finalement. Dans la durée. Et nos clients nous considèrent davantage comme un partenaire que comme un prestataire. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient, qui vient un petit peu conforter l'idée qu'on se faisait de notre projet entrepreneurial, mais aussi pour répondre à ta question, et dire voilà, dans ton rôle d'entrepreneur, ça c'est une composante qui est super importante. Voilà. Et donc de dire oui, c'est peut-être une autre façon de voir l'entrepreneuriat, de se projeter différemment avec les clients, mais de voir aussi que cette tendance par rapport à ce que je vois sur LinkedIn, les communications, les gens qui entreprennent, la façon dont ils entreprennent, de donner du sens. On sent que c'est un petit peu, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions sur tous ces thèmes. Je reçois ici régulièrement des gens qui ont des entreprises à mission même, c'est-à-dire qu'on va jusque-là. Voilà. C'est hyper intéressant, ce sens que l'on donne aux choses. Donc je pense qu'effectivement, c'est une forte attente de personnes, on voit, qui sont salariés, qui tendent vers l'auto-entrepreneuriat, qui tendent vers l'entrepreneuriat, qui pour certains, je pense, se font une mauvaise idée. Gagner en liberté, faire ses choix, c'est très bien tout ça. Mais une fois qu'on est dans la machine à laver, c'est un rouleau compresseur. Et on se dit, oui, tous ces concepts, toutes ces choses-là. Et vous arrivez malgré tout à avoir une vie épanouie, c'est-à-dire à avoir une vie personnelle riche, ou alors est-ce que
tout est misé sur votre boulot. Est-ce que vous avez des no-life, on dirait Jusqu'à récemment, il te faut un équilibre. Ouais. C'est évident. Sinon, tu prends le risque de partir en burn-out. Ça nous est arrivé. Oui. Ça nous est arrivé effectivement récemment parce que tu es tout le temps la tête dans le guidon. Tu n'arrives pas à prendre du recul. Moi, je suis sur mes objectifs de chiffres et de marge. Louis est sur ses objectifs de développement. Et effectivement, au bout d'un moment, si tu communiques moins, si le binôme se distend un petit peu, là effectivement... C'est pas un long fleuve tranquille alors votre non, amitié c'est parfaite pas là, du vous nous avez décrit un truc Alors, génial. je pense que on a toujours eu cet équilibre-là. L'amitié n'a jamais été remise en cause, il n'y a pas de souci. Par contre, celui qui nous dit que sa boîte, elle est comme ça, non. Enfin, je veux dire, il y a des moments de doute, il y a des moments d'euphorie, et tout ça s'alterne, etc. Et dans les moments de doute, oui, de la même façon, j'ai déjà entendu, oui, moi, quand j'arrive à la maison, je pose mon sac à l'entrée, et hop, le boulot, il est sorti, il est resté dehors, machin, etc. Quand on est salarié, Non. peut-être. Oui. Non. Pas en ce qui nous concerne, en tout cas. Tu ou réfléchis en en ce qui me permanence. Tu es toujours en train de réfléchir en permanence. Et effectivement, pour resserrer sur la question qui était l'équilibre vie pro, vie familiale, parfois ça peut effectivement avoir de l'impact. Partir assez loin. Ouais. Mais il faut savoir à ce moment-là, de la même façon qu'on le ferait dans une difficulté au sein de son entreprise, on essaierait de réagir de façon agile, de redresser le tir, etc. Il faut savoir le faire de la même manière côté perso. Comment on fait quand on passe soit dans la vie perso, soit dans la vie pro comment on fait pour s'en sortir quand on passe par une mauvaise période ou une période difficile, douloureuse? Alors, soit on est super bon et on y arrive à force de dialogue, soit à un moment, même le dialogue devient difficile, et là, il ne faut pas hésiter à se faire aider. À se faire aider par des personnes à l'extérieur. Oui, tout à fait, par une tierce personne qui va avoir un regard peut-être moins subjectif, ou sûrement moins subjectif que ce qu'on peut vivre au quotidien, nous, aussi bien sur le côté pro que sur le côté perso. Qui va te permettre de prendre de la hauteur. Oui, prendre de la hauteur. Mais surtout de détacher de ce quotidien, c'est ça qui est dur quand tu es entrepreneur. Mais en plus, c'est un vrai tabou, ça, de se faire aider dans la vie pro. Si on est un patron, on doit être absolument indestructible vis-à-vis de l'extérieur, on doit absolument être le meilleur, etc. Et si on se fait aider, c'est qu'on est faible. Il y a une espèce d'image un peu comme ça qui traîne, non ? Oui, il y a effectivement cette image. Maintenant, j'ai l'impression que les lignes sont en train un peu de bouger par rapport à cette vision. Alors peut-être qu'elle bouge aussi chez nous parce qu'on l'a fait. C'est du coup, ça, on a tu une vois vision, autrement. on le voit autrement, et que ceux qui n'y sont pas encore passés vont nous dire oh, non, moi jamais je me ferai aider. Soit advienne ce que pourra, mais à un moment, ça a été un choix. Voilà. Et ce choix s'est avéré bénéfique. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est rentable. Voilà, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de... Voilà, si on a besoin, on le ferait. C'est une question de personnalité aussi. Tu crois ? Tu peux avoir une personnalité où tu considères que c'est à toi de gérer les choses, que tu es le seul responsable, que c'est à toi d'assumer. Et donc, effectivement, tu es avec toi-même. Maintenant, ça a ses limites et ça peut mettre en péril, justement, soit la cohésion entre un binôme de fondateurs, soit vis-à-vis de ses collègues. C'est vrai que tu n'y penses pas beaucoup. Il y a eu une période, oui, où tu ressens vraiment au niveau santé que ça tire. Et là, effectivement, tu arrives en bout de système. Tout à fait. C'est ton corps qui t'alerte. Donc, c'est un petit peu de tout. Alors, soit tu n'as pas le choix et tu es obligé de continuer et de tirer sur la corde, et à un moment, ça peut casser. Et des exemples comme ça, on en connaît. Soit tu as la possibilité, de par tes associés, tes collègues, etc., de prendre du recul, ta famille, et de pouvoir un petit peu lâcher prise, ou en tout cas, un moment, t'enlever ce stress. Le stress est permanent. Si tu pousses trop loin ton système et que si demain, tu meurs, qu'est-ce qui advient de votre entreprise si vous mourrez demain ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ça s'arrête ? Très franchement, il va falloir se poser la question. Je ne me la pose pas encore. Parce qu'après le moment où tu n'es plus là, tu n'es plus là. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui,
oui, entre nous, nos familles et nos C'est ça. collègues, Mm. peut avoir C'est- un impact. t'as- Fort. C'est un impact Mm. fort et c'est presque un sujet central aussi dans la structuration de Mm. l'entreprise Mm. qu'on est en train de mener aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, et on n'avait pas le choix, hein, de la même façon, c'est que, je le disais, on a beaucoup d'opérationnels dans la structure. Forcément, si demain on n'est plus là l'un ou l'autre, eh ben, il y a un pan d'opérationnel qui n'est Mm. plus géré. Voilà, c'est mathématique. À partir de là, ce qu'il faut, c'est à un moment, et maintenant qu'on a effectivement ce fonds de roulement qui nous le permet, c'est structurer l'entreprise pour arriver à ce que, sans qu'on soit complètement inutile non plus, hein, Il y a en peu de train de chance. passer d'un extrême à l'autre, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que on délègue cet opérationnel. Et quelque part, c'est aussi pour le bien de l'entreprise, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on fera pas en opérationnel nous permettra de prendre du recul pour faire Et donc d'aller avancer plus vite sur d'autres choses. plus vite, je Plus ne vite, sais voilà. pas, mais Ou mieux. peut-être de moins être en mode découpé, assuré, et finalement faire un travail beaucoup moins qualitatif sur cet aspect structuration. Donc c'est important. C'est super la important. phase actuelle, c'est Donc tout c'est le aujourd'hui, challenge ça, actuel. voilà. C'est le aujourd'hui de Et- Progiris, c'est la structuration de l'entreprise, justement pour arriver à cette gouvernance. Et, Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une sorte d'engagement aussi dans cette émission de mettre en avant, de mettre en valeur les PME, les dirigeants, les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur dans ce pays aussi, avec l'aide des collaborateurs, hein, parce qu'ils ne le font pas tout seuls. Hein, donc, Ouais. c'est vraiment une équipe globale. Souvent, on oppose les deux, mais en fait, les deux Non, il y a travaillent pas ensemble. Hein. S'il n'y a d'opposition. pas des patrons, Ouais. il n'y a pas des collaborateurs. S'il n'y a pas des collaborateurs, il n'y a pas de patrons. hein, Voilà. Et même dans les cas d'entreprises collectives, tu sais, les fameuses Les SCOP. SCOP, Oui, ouais. tout à fait. Eh bien, en fait, il y a un patron qui est tournant, mais il y a besoin de ces décisions-là, etc. Et dans ce cadre-là, on apprend, on écoute des histoires assez passionnantes. Moi, je trouve que quand même, cette histoire de Progiris, elle est... Enfin, moi, j'adore. On en parle régulièrement. C'est une sacrée histoire, c'est une sacrée entreprise. Mais quelque part, c'est pas la seule dimension. Et on disait tout à l'heure qu'il y avait un vrai besoin aujourd'hui de donner du sens à nos vies, à nos existences. C'est des questions qui forcément vous traversent. Et dans cette émission, on a un élément tout à fait singulier. C'est unique, c'est unique en son genre. Alors, je sais qu'il y en a un des deux qui a déjà vu l'émission et l'autre pas. Donc, il y en a un pour qui ça sera une surprise, l'autre pas. Moi, je voulais la surprise. Voilà. Mais on a un lien direct ici, dans ce studio, avec l'au-delà, avec l'univers, Ah oui, pour une surprise. avec Ouais. Dieu. Eh ouais. Oui. Et ça, toi, tu as vu l'émission, J'ai donc vu tu l'émission, connais, je connais. donc, évidemment. Oui. Mais il y a un objet qui est vraiment symbolique de ce lien avec l'univers. Est-ce que sur la table, il y a quelque chose qui t'interpelle? Téléphone. Le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Je l'avais vu en arrivant. Ah, Céleste, bah oui. Tu vois, Céleste. c'est dingue. Alors, si vous aviez cette possibilité-là maintenant, tout de suite, de décrocher ce téléphone un peu à l'ancienne, c'est nos générations, bon, on a commencé avec ces téléphones-là, d'avoir une communication directe selon votre croyance, soit avec Dieu, soit avec l'univers, soit avec l'au-delà, soit même avec un défunt qui vous a beaucoup marqué dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire et à qui vous aimeriez le dire? Ah là, c'est personnel et ça va très loin. C'est le but du jeu, c'est de le partager, si tu es d'accord. Voilà, tout à fait. Oui, moi, ça va être... c'est étonnant, c'est ma grand-mère, Ouais. qui n'est pas ma grand-mère Vrai? vraie. Et effectivement, une relation très très forte par rapport au fait d'avoir grandi avec elle jusqu'à mes 5 ans, quand je suis resté au pays. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, du coup, elle? Parce que, du coup, elle est plus là. Oui, et c'est fou parce que j'étais tout petit et un lien très très fort qui a perduré et qui est toujours là. Et tu Voilà, en tout cas, aimerais dans lui mon dire quoi, justement? Par rapport à ta réussite, à ta vie d'aujourd'hui, tu aimerais lui dire quoi? Bah, je pense que je suis resté en phase par rapport à mes origines, mes valeurs, la même personne. Et effectivement, de dire c'est ces valeurs-là qui m'ont construit. Et je pense que... C'est en partie grâce à elle. Oui. Voilà.
Et toi, Louis? Alors moi, c'est pareil, ce serait familial aussi. Ouais. Ah oui? Par contre, pour le coup, ce serait plutôt mon père, Qui est plus là? qui est plus là non plus. Non. Et il t'a vu grandir? Il t'a vu. Alors, Il est décédé il y a combien de temps? Il est décédé en 2003, donc... Juste avant cette aventure, en fait. Alors. Oui, c'est ça. Quelques années avant. Quelques années avant. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire si tu l'avais là en ligne directement? En fait, moi, je me rappelle de mon père quand il est arrivé d'Italie. Il était ouvrier, maçon. Voilà. Il a commencé chez un petit artisan local du village où on habitait. Il a très vite été chef de chantier. Et puis, quand l'activité a décollé, il a tout de suite eu l'idée, de la même façon, je ne sais pas si c'est un peu héréditaire ou pas, mais de vouloir monter sa propre entreprise de maçonnerie, etc. Et alors, il y a eu les soucis de santé aussi, un peu, parce que bon, c'était quand même des métiers très durs. À l'époque, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour travailler. Il y a eu aussi les hésitations. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? La charge de famille. Moi, j'ai 3 enfants. Nous, on était carrément 4. Et en plus, il y a une petite différence d'âge quand même. Je suis le petit dernier, donc les autres arrivaient déjà pratiquement en études supérieures. Donc ça coûte de l'argent, déjà à cette époque-là, d'envoyer ses enfants à l'école à Paris. Il n'y avait pas vraiment d'école au-delà du 92 à l'époque, et de la couronne de Paris. Et donc, il a toujours eu cette hésitation, cette envie de créer quelque chose, etc. Et pour le coup, lui n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et toi, tu lui dirais quoi? Je lui poserais plutôt la question. Quelle question? Savoir s'il est fier que moi je l'ai fait. Voilà. Merci. Merci pour cette émotion qu'on ressent. Voilà, on arrive au terme de l'interview. On a même dépassé. On en est à plus d'1 heure. C'était passionnant. Merci pour avoir joué le jeu, à tous les deux. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos partages et vos commentaires, toujours bienveillants, on est d'accord. Et puis si vous aussi, vous avez envie de vous installer sur l'un des 2 canapés, ou les 2, comme vous voyez dans cette configuration, très confortable, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre demande par email à rédaction@abctalk.fr. À très bientôt et merci.